Bonjour. Alors, toujours dans ce chapitre sur la méthode Monte-Carlo, on avait dit que cette méthode-là, elle permet de générer des configurations d'un système statistique, des configurations à l'équilibre qui obéissent bien sûr à la distribution de Boltzmann. Alors, cette distribution est caractérisée par une probabilité pour chaque configuration I, une probabilité exponentielle moins bêta EI sur Z. Et pour générer des configurations avec ces probabilités de façon correcte, il faut avoir une idée sur la fonction de partition Z normalement. Alors, on avait dit que c'était impossible de calculer par un algorithme sur un ordinateur, parce que ça serait un nombre énorme de configurations pour lesquelles il faut calculer une somme sur des expressions telles que exponentielle moins bêta EI. Et pour éviter ceci, pour éviter de calculer Z, on avait utilisé cette condition qu'on avait appelée condition de balance détaillée, donc où le Z se simplifie entre deux configurations. Si je considère les poids relatifs de deux configurations, alors j'aurai une simplification de Z et je pourrai générer en principe des configurations qui obéissent à la bonne distribution qui est celle de Boltzmann. Alors on avait dit donc il faut donc des probabilités de transition d'une configuration à une autre. Donc si vous faites des configurations correctes de transition entre des configurations successives I et J, alors vous obtiendrez bien sûr des configurations, des poids d'équilibre qui sont corrects, qui correspondent à l'équilibre. Donc on avait dit qu'un exemple d'algorithme qui va obéir à ça, et cet algorithme qu'on va adopter, c'est l'algorithme de Metropolis. Il consiste à dire que pour aller d'une configuration à une autre, I à J, je vais comparer tout simplement les énergies. Si l'énergie de la nouvelle configuration J est inférieure à la configuration actuelle I, alors je passe directement avec une probabilité 1. Donc si dans le cas contraire EJ est supérieur à EI, donc je passe avec une configuration X avec une probabilité exponentielle moins bêta delta EIJ. Delta EIJ dans ce cas-là est positif, donc la probabilité va être inférieure à 1, ce qui est normal ici. Donc ça c'est l'algorithme de Metropolis qui permet de générer des poids de l'équilibre. Bon, maintenant on va essayer d'aller doucement vers l'implémentation de ce type d'algorithme. Donc, et on va considérer d'abord une question. Oui. Donc, on va essayer de considérer une question qui est donc problème numéro, on va appeler 5. Oui. Donc, problème 5. Maintenant, le problème est le suivant. Supposons que j'arrive dans mon espace de configuration. J'ai certaines configurations ici et j'arrive à trouver un chemin. Donc, qui obéit à la balance détaillée, à partir par exemple de l'algorithme de Metropolis. Alors, quels seraient dans ce cas-là comment calculer les valeurs moyennes? Alors, ça, c'est un type qui s'appelle un échantillonnage d'importance. Ce n'est pas un échantillonnage aléatoire. Donc, ils n'ont pas le même poids. Donc, dans le cas d'échantillonnage d'importance ou sélectif, on l'avait appelé autrefois sélectif. Comment calculer la moyenne? Comment calculer les moyennes des observables? Les moyennes des observables. Rappelons que ces moyennes, normalement, la moyenne de A, c'est tout simplement la somme sur toutes les configurations, les états I, disons, configuration I, de AI. Je mesure AI dans la configuration I,
Donc, j'aurai plusieurs configurations et je fais la somme. Mais on multiplie par le poids de cette configuration. Voilà, ça c'est la formule générale. Ça c'est formule K de l'échantillonnage aléatoire. Si je fais un échantillonnage aléatoire, bien sûr, oui, si je suis en mesure de calculer ces poids-là. Mais nous, ceci devient, dans notre cas d'échantillonnage sélectif, dans le cas d'un échantillonnage sélectif, je sais que j'ai tenu déjà compte de ces poids dans la génération de configuration, autrement dit. Supposons que ça c'est, j'essaie de faire un chemin dans l'espace de configuration, comme ça, je ne sais pas. Et supposons que le poids de cette configuration, je vais représenter par des cercles, et le rayon de ce cercle est proportionnel au poids. Supposons que ça c'est un poids relativement un peu grand, ça c'est une configuration avec un poids petit, relativement petit, ça c'est un poids un peu grand, petit, grand, etc. Il y a d'autres configurations petits. Il y a plusieurs configurations avec des poids petits, d'autres avec des poids un peu moyens et gros, etc. Voilà. Et bien sûr, si je fais ce chemin-là, mais je vais le faire comme ça, supposons que je fais ce chemin-là. Donc, quand je le fais, je vais passer le plus souvent sur les configurations qui ont un grand poids. Et rarement, je vais passer sur les configurations qui ont un faible poids. Et ça veut dire qu'il y aura plusieurs chemins qui passent là. Et quand je fais le passage plusieurs fois, et par exemple, toutes ces configurations qui ont un poids un peu plus grand, oui, ils auront la chance d'être parcourus plusieurs fois. Oui. Mais ceux qui ont un poids petit, ils auront la chance d'être visités vraiment très, très, très rarement. Et quand je dis poids de cette configuration, quand je passe ici, je peux passer exactement par la configuration, par cette configuration ou une configuration un peu voisine. Ils ont des poids voisins. Voilà. Ça veut dire que, en passant, j'ai déjà choisi cette configuration autant de fois que ce poids permette. C'est-à-dire, autrement dit, que j'ai tenu compte déjà du poids en faisant ce type d'échantillonnage sélectif. Donc, cas d'échantillonnage sélectif, on a déjà tenu compte des poids des configurations, des poids des différentes configurations des poids de différentes configurations de notre chaîne, donc notre trajectoire, de la chaîne de Markov qu'on a générée. Markov, de la chaîne de Markov parcourue par le processus d'échantillonnage. Donc, ce qui implique, ça c'est un résultat très important, que la valeur moyenne, ça va être tout simplement sur les configurations I, j'aurai donc AI et une simple moyenne arithmétique sur le nombre de configurations totales. Donc, encadrer ça, c'est très important. Donc, c'est une moyenne arithmétique. Tout simplement moyenne arithmétique. Ça, c'est très important, encore une fois, parce que j'ai évité de calculer Z. Donc, pas la peine bon, si je retrouve ici encore Z, donc ça va être un problème. Mais là, heureusement, donc, on n'a qu'une simple moyenne arithmétique à calculer pour n'importe quelle moyenne faisant intervenir une grandeur thermodynamique quelconque. Voilà, un résultat très important. NC égale nombre de configurations, de la chaîne, c'est-à-dire le nombre de configurations que j'ai générées par le processus d'échantillonnage. Bien, ça c'est très important. Donc, on a dit, donc ça c'était le problème, c'est ça la solution 5, c'est solution 5, pour toujours suivre notre méthodologie qui se base sur problème, solution.
Donc, à chaque problème, on y trouve une solution, on avance dans notre conception de notre solution globale du problème général de statistique. Bien. Maintenant, reste un tout petit problème, encore une fois, qu'on n'a pas abordé, quelque chose qu'on n'a pas abordé ici. Et on va l'aborder dans le problème numéro 6. Quel est ce problème-là? Pour le moment, on n'a pas dit comment on va générer une configuration une fois qu'on connaît notre. Bien sûr, on a établi les probabilités. Mais la différence entre ces configurations, I et J, on n'en a pas parlé. Donc, il faut préciser quelle est la modification sur la configuration I que je vais apporter pour obtenir une nouvelle configuration J. Puis après, je vais bien sûr calculer la différence d'énergie. Mais avant, il faut que je dise quelle modification apporter à la configuration I pour obtenir la configuration numéro J que j'ai notée J, simplement. Donc, je vais dire comment transiter d'une configuration à une autre. D'une configuration I à une configuration J. Là. Pardon. Comment transiter d'une configuration I à une configuration J? Bon, si j'arrive ici, si je regarde l'algorithme de Metropolis, l'algorithme de Metropolis, il ne dit rien à propos de ceci. Ça veut dire qu'il est valable pour toute modification de la configuration J en I, pourvu que ça respecte, que cette transition respecte ses probabilités de transition, c'est tout. Donc, je suis libre de choisir n'importe quelle modification pour proposer une configuration J. Puis après, je vais dire, est-ce que je vais aller vers cette configuration I, J ou non? Bon, je rappelle, une configuration I, une configuration J. C'est là une énergie I, c'est là une énergie J, EJ. Je vais tout simplement comparer les énergies et dire est-ce que je vais transiter ou je ne vais pas transiter. Mais la modification, pour le moment, on n'a pas faite. Bon, il faut tout simplement choisir des modifications, des modifications de la configuration J qui sont convenables. Alors, EJ, normalement, est égal la configuration I, bien sûr, modifiée convenablement. C'est-à-dire, on va prendre la configuration qu'on a déjà, on va la modifier un peu. Et on va voir est-ce qu'on va transiter ou on ne va pas transiter. Donc, c'est ça là. Mais ça reste ce mot, le convenablement, ça veut dire quoi? Bon, voilà. Alors, je vais vous dire deux recettes ici sur la modification. Alors, première, donc, solution. Donc, je dis solution. Ce problème, c'est quoi? C'est qu'il existe deux types d'approches. Au moins. Bon, il y a plusieurs types. Mais globalement, on peut dire qu'il y a deux classes d'approches, deux types d'approches. Il y a approche locale. Cette approche locale, et donc ça simplement, c'est une modification locale qu'on doit apporter. Modification locale. Qu'est-ce que ça veut dire locale? Je prends l'exemple du modèle Deasing. Modèle Deasing. Spin 1,5. Donc vous avez des spin up et down. Oui. Et votre configuration, elle est comme ça. Ça, c'est notre configuration I. Donc notre configuration, elle est marquée par des plus ici, par exemple, moins, plus, moins, plus, plus, moins, plus, par exemple. Ça, c'est une configuration. Et on veut choisir une nouvelle configuration J, donc qui va toujours comme ça. Et voilà. Une nouvelle configuration J.
Alors, cette nouvelle configuration G, il va être une modification locale de cette configuration I. Ça veut dire que je vais modifier uniquement un tout petit peu et la plus petite unité possible de modification, c'est un spin. Je prends un spin et je modifie. Ça, c'est vraiment la plus petite modification élémentaire possible. C'est ce que je vais faire dans cette approche modification locale. Donc, dans ce cas-là, changement d'un seul spin dans ce cas-là. On l'appelle, donc le changement, bien sûr, ça sera pour changer cette configuration, je change ce spin. Il était up, par exemple. Il était up, c'est celui-là. La modification va se concentrer ici. Mais le reste va être le même. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Mais là, ça va être moins maintenant. Voilà, donc il y a une toute petite différence entre cette configuration et celle-là. Donc, deux configurations différentes. Et donc, ce changement d'un seul spin, on l'appelle le flip de spin. Donc, pour aller d'une configuration à une autre, je flippe un spin. C'est tout. Donc, je vais écrire ça. Pour choisir une nouvelle configuration, on flip. Ça veut dire tout simplement changer l'orientation du spin. On flippe un seul spin de la configuration actuelle. Donc une nouvelle configuration J et la configuration actuelle I. Voilà, ça c'est donc la règle. Voilà, bien sûr, ceci il aura des avantages et des inconvénients, bien sûr. Alors, j'écris d'abord qu'il y a des avantages de ce type de... Alors, avantage. L'avantage, c'est que une fois que vous essayez de flipper un spin, en général, si je regarde encore une fois, le fait pour passer, donc je serai dans une situation où bien je vais effectivement passer à la configuration J, ou bien je vais la refuser. Bien, je vais accepter la configuration G, ou bien je la refuse. Alors, cette probabilité, elle me dit quelle est la chance d'accepter cette configuration, de faire la transition. Oui, le 1 moins cette configuration, ça veut dire ne pas faire la configuration, donc la transition. Donc, je vais ou bien faire la transition, ou bien ne pas la faire. Ça dépend de... Si l'énergie est inférieure, je vais faire la transition. Si n'est pas inférieure, je vais faire la transition avec une probabilité. Ça veut dire, je peux le faire, je ne peux pas la faire. Je peux accepter la configuration, je peux ne pas l'accepter. Donc, mais l'avantage de ce type de changement local, c'est que dans la majorité des cas, je vais accepter. Donc, il y a une grande chance d'accepter la nouvelle configuration. Donc, j'ai un rho degré d'acceptance. De la nouvelle configuration. Parce que si vous choisissez une configuration quelconque J, supposons que vous ne faites pas un changement local, vous faites n'importe quel spin ici, une configuration quelconque, n'a rien à voir avec celle-là. Vous essayez d'aller d'essayer ici. Si vous calculez ces probabilités, vous trouvez quelque chose de très faible, très très faible. Et donc en général, vous faites plusieurs essais et vous n'arrivez pas parce que la probabilité est très très faible. Donc il vaut mieux choisir un petit changement pour que vous aurez des chances d'accepter la nouvelle configuration parce qu'il est dans notre intérêt de générer autant de configurations possibles, un nombre très grand possible pour minimiser l'erreur sur ça. Donc je dois avoir un nombre de configurations très très grand. Bon, si je fais à chaque fois des essais qui ne vont pas aboutir, c'est pas convenable. Donc pour nous, ça c'est un avantage, le fait que le changement il est local. Alors inconvénient.
L'inconvénient, c'est que vraiment, quand vous faites un changement local, vous êtes voisine, vous restez voisin de cette configuration. Vous n'allez pas trop loin, ça veut dire vous allez très très lentement. Vous faites un tout petit pas dans l'espace de configuration. Donc, inconvénient, un tout petit pas dans l'espace des configurations, parce qu'il y a un espace très très gigantesque qu'on devrait explorer, au moins à un degré acceptable. Mais avec des tout petits pas comme ça, donc on risque de rester coincé dans une zone voisine d'une certaine configuration. Donc un tout petit pas dans l'espace des configurations. Donc, c'est une convergence lente. Convergence vers l'équilibre. Lente. Donc ça, c'est notre défi. Ça va être ça. Donc, on veut toujours appuyer les avantages, mais éviter les inconvénients le plus possible. Donc, bien sûr, il y aura d'autres façons de faire ça. On va voir après. Après, on va faire la remarque. Donc, pour ce changement local, maintenant, je vais donner l'exemple de modèle désigne. Modèle désigne, spin 1/2, qui est donné par l'hamiltonien. Donc, je rappelle, l'hamiltonien H égale A moins J, la somme sur tous les sites voisins IJ, sigma I, sigma J. Et dans ce cas-là, je vais considérer les deux configurations, I et J. Alors, je dois changer ce mot pour configuration. J'avais pris pour configuration les lettres I et J, mais ici, les I et J, c'est pour les sites. Donc, pour ne pas avoir de confusion, je vais revenir là, dire que ce I et J pour les configurations, ça c'est pour les sites, mais pour les configurations, je vais les appeler N. Il vaut mieux que je les appelle NM, oui, pour éviter toute confusion. Donc, je fais ça, N, voilà. Ça c'est la configuration numéro N qui va être transformée en une configuration que je vais appeler M. Et la même chose, je le fais ici, bien sûr. Là, pour ce que j'appelais les configurations I, J, encore une fois, je vais les appeler NM. Donc là, c'est la configuration N. Et là, c'est la configuration M. Voilà. La nouvelle, c'est M. Bien. Alors maintenant, je dois calculer donc l'énergie avant et après. Avant, ça veut dire l'énergie de la configuration numéro N. C'est aussi le HN. H, c'est la méthode, c'est aussi l'énergie ici. Oui. Donc, est égal, dans ce cas, c'est moins J. C'est tout ça. Mais là, je vais tout simplement dire que si je passe de la configuration N à la configuration M, en fait, ce qui change, c'est juste ce site-là qui change. Et le site I qui devient, son spin, il était plus par exemple, il va devenir par exemple moins. S'il était moins, il va devenir plus. Mais les spins avoisinants ne vont pas être touchés. Et les énergies, si vous voulez, les énergies qui sont ici, par exemple, le couplage entre ces spins-là, ils vont rester les mêmes. Tous les liens vont rester les mêmes, sauf ces liens que j'ai marqués en vert. Ce sont les liens qui vont changer, tout simplement. Après changement d'un spin, par exemple là, ça va devenir comme ça. Ce spin, par exemple, il était plus, par exemple, plus, il devient moins. C'est tout. Et ce sont les liens qui vont être affectés, que j'ai marqués en fait en vert. Donc, dans l'énergie, je vais ignorer cette partie. Là, et là, et là, et là. Et le reste, et là aussi. C'est comme un bain qui va être le même. Donc, je vais l'éliminer de l'énergie de la configuration. Je prends que cette partie-là, qui va être moins J. L'interaction de ce spin I
avec son voisinage. Son spin I avec le voisinage. Là, c'est tous les voisinages J. Donc, la somme sur tous les J voisins de I. De quoi? De sigma I, sigma G. Sigma J. Mais quand je fais la somme, le sigma I est le même. Donc, je vais le sortir ici. Je fais sigma J. Voilà. Ça, c'est la contribution uniquement des liens qui sont voisins de I. Et la même chose, je le fais pour HM qui est égal à EM est égal à moins J. Alors, là, je suppose que le sigma, le I, son sigma, il va changer. C'est-à-dire que tout simplement, le sigma I, il devient ici un sigma J. Pardon, un sigma prime I. Oui? C'est toujours le sigma I, sauf sa valeur qui change et ça devient un sigma prime I. Sigma prime. Donc, sigma prime qui est égal à, dans ce cas-là, moins sigma I. Mais dans le cas général, ce n'est pas toujours, comme on va voir. C'est pour ça que je laisse ce sigma prime. Donc, moins J. Là, le sigma prime, il est le même. Mais cette somme, la somme sur J, les voisins, sur les voisins de I, sigma J. Alors, ces voisins, en fait, ils ne sont pas touchés. Quand je flippe, c'est uniquement le I qui change. Donc, cette somme-là, c'est la même que celle-là. Donc, je vais l'appeler somme des voisins. Donc, on pose. On pose. Somme des voisins égale la somme sur tous les J voisins de I de sigma J. Ici, c'est uniquement 4. À 2 dimensions, c'est uniquement 4. À 3 dimensions, si j'ai un cubique simple, ça va être 6. Donc, ça dépend de la dimension. Mais ici, uniquement, c'est 4. Donc, je pose ça comme une valeur qui est la même ici. Donc, ce qui implique que EN va être moins G, moins J, sigma I, SV et EM égale, c'est la même chose, sauf que le spin, il devient maintenant sigma prime. Il va interagir avec le même voisinage. C'est le même voisinage. Et quand je fais le delta E, qui est égal à EM moins EN, dans ce cas, égale, c'est la différence, donc ça va être moins J, SV, donc en facteur, de sigma prime I moins sigma I. Voilà, ça c'est la formule générale. Dans le cas de flip, de spin 1,5, donc spin 1,5, toujours le sigma prime I égale moins sigma I. Ce qui implique que delta E, dans notre cas, va être moins 2J sigma I SV. Voilà, ça c'est un cas particulier de modèle Ising spin 1,5. Donc vous avez déjà le changement de spin. Si vous flippez un spin, voilà. La différence d'énergie, c'est moins 2 fois le couplage J et SV, c'est-à-dire la somme des voisins. Tout simplement les spins voisins qui est le même avant et après le flip. Voilà. Donc ça nous donne donc maintenant comment implémenter dans le cas du modèle Ising spin 1,5. Ça c'est pour le changement local. Maintenant, on a dit que ça c'est uniquement une approche. Il y a une deuxième approche qui est l'approche non locale. Dans cette approche-là, donc c'est une approche qui consiste à modifier, pas uniquement localement, mais une grande partie de la configuration. Grande partie de la configuration. Quels sont les avantages de changer une grande partie? Alors, les avantages. Alors, l'avantage, d'abord, c'est éviter l'inconvénient ici. L'inconvénient, pour un changement local, un tout petit changement, donc il va induire aussi un tout petit pas dans l'espace des configurations. Donc, on va vraiment être très lent à parcourir l'espace des configurations et notre erreur sera un peu grande sur les valeurs moyennes. Donc, ce qui induire une convergence qui est lente vers l'équilibre. Maintenant, si je fais un très grand pas, je vais, à l'inverse,
essayer quand je fais un grand pas, donc je vais tout simplement dans une autre zone de l'espace de configuration. Je fais un autre grand pas, je vais dans une autre zone, je vais parcourir rapidement l'espace des configurations. Donc, je vais dire ici, la rapidité d'exploration. Exploration de l'espace de phase. L'espace de phase, l'espace de configuration. Donc c'est une convergence rapide. Mais en contrepartie, j'aurai aussi des inconvénients si je fais ça de manière brute, comme ça. J'aurai des inconvénients. Alors, un inconvénient, c'est quoi? Inconvénient, ça peut être l'avantage ici. L'avantage ici, c'est que j'ai un haut degré d'acceptance parce que je flippe un tout petit spin, donc un delta E qui est très petit. Et donc, je calcule, donc delta E ne va pas être très très grand, mais si notre delta E, maintenant, qui va être positif, il est très grand, si je fais un très grand changement, je risque d'avoir un delta E qui est très grand. Et donc, je risque d'avoir une probabilité très petite de faire la transition. Et donc, j'aurai un taux d'acceptance qui est très, très faible. Inconvénient. Donc, j'ai un grand changement, c'est tout simplement, j'aurai un degré d'acceptance. Petit. Oui, donc là, je pourrais être freiné dans une configuration où j'arrive même pas à trouver une autre pour faire le changement parce que le changement est vraiment très, très, très grand. Mais les gens, ils ont travaillé sur ça. Ils ont développé des algorithmes qui ont évité même cet inconvénient-là. Alors, certains algorithmes, certains algorithmes dits, qui sont appelés algorithmes de cluster. Et ils font un choix, puis un choix de changement global, c'est pas un choix aléatoire, mais un choix judicieux, donc un choix qui est très très pensé scientifiquement de ces entités qui sont globales, qu'on va appeler des clusters. Ce sont des clusters. C'est quoi des clusters? C'est comme si vous êtes par exemple un ensemble de spins en même temps. Ça peut être comme ça. Oui, ça peut être comme ça. Donc ça, c'est un cluster. Ça peut être de ce type-là. Et il flippe en même temps tous les clusters, tous les spins de ce cluster. Et donc un choix judicieux de cluster candidat. On va l'appeler candidat. Oui, parce qu'après, on va voir est-ce qu'on va flipper, on ne va pas flipper. Donc candidat à être flippé. Alors, le résultat, avec un degré très haut d'acceptance. Ça, c'est important. Donc, ce sont des algorithmes qui sont supérieurs à l'algorithme de Metropolis. Je donne des exemples. Je donne deux exemples. Alors, les exemples. Le premier algorithme s'appelle l'algorithme de Svensen-Wang. Vous pouvez vous documenter sur ce type d'algorithme dans la littérature. Et un autre type d'algorithme, c'est l'algorithme de Wolf, qui représente une variante en fait de cet algorithme de Svensen-Wang. Alors, pour plus d'informations sur ces deux algorithmes, je vous oriente sur un document qui n'est autre que ma thèse de doctorat. Donc, je vais vous soumettre une copie.
pour les gens, bien sûr, qui sont intéressés à implémenter ces algorithmes. Et dans tous les cas, si vous avez donc, vous voulez faire vraiment des algorithmes très poussés dans la méthode Monte Carlo, je vous conseille de faire ça. Bien. Alors maintenant, après avoir vu ces deux types d'algorithmes, on va dire, on va adopter. Nous, on va adopter, dans ce chapitre, bien sûr, on va adopter l'approche locale. C'est-à-dire Metropolis avec flip de spin. Un seul spin. Metropolis avec flip d'un seul spin. Voilà ce qu'on va adopter. Et tout de suite, je vais commencer à donner l'algorithme